Bonsoir, dans le cadre du TI2 sur le thème de la ville, je me suis intéressée au béton et notamment à l'étude de leur composition ainsi que de leurs propriétés tout en recherchant des alternatives plus écologiques. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec le béton, c'est qu'il y a trois majeurs problèmes. Le premier, c'est que pour fabriquer du béton, il faut du sable et le sable, c'est une ressource qui est épuisable. C'est par ailleurs la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau, puisque c'est plus de 50 milliards de tonnes de sable qui sont utilisées chaque année. Ajouté à cela, pour faire du béton, il faut aussi du ciment. Et le ciment, c'est obtenu en mélangeant du calcaire et de l'argile, puis en le chauffant à de très hautes températures. Et cette combustion dégage énormément de dioxyde de carbone et donc pollue énormément. De surcroît, il y a une véritable surproduction et surconsommation de béton, puisque c'est plus de 17 millions de tonnes de ciment qui sont produites en France chaque année, et le béton représente 90% du marché de la construction. Dans ce contexte-là, on s'est amené à se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait conserver les propriétés physiques et chimiques du béton, qui en font un matériau de construction privilégié, tout en recherchant des alternatives plus écologiques. Donc tout d'abord, nous allons faire une courte introduction pour bien différencier le béton, le ciment, le mortier, etc. Par la suite, nous nous intéresserons aux propriétés mécaniques en résistance du béton, donc en compression et en flexion. Puis nous étudierons plus particulièrement le béton armé, avec d'une part le fait que ça soit un milieu basique, et d'autre part son rôle vis-à-vis des armatures d'acier. Et pour finir, nous nous intéresserons à l'impact de la carbonatation des bétons, avec le fait que ça diminue le pH, et d'autre part l'étude plus approfondie de l'Oepius Caeanticium, qui était un béton roumain qui utilisait la carbonatation pour s'auto-réparer. Donc tout d'abord, le béton, c'est composé de ciment, d'eau, de gravier, de sable et d'adjuvant. On différencie le béton du mortier, qui lui est un béton mais sans gravier. Dans le ciment, sa composition, c'est 80% de calcaire, 20% d'argile, qu'on va broyer pour obtenir ce qu'on appelle le cru. Puis, après une cuisson à très haute température et une trempe, on obtient le claqueur, qu'on va finalement broyer avec des ajouts et de la gypse pour obtenir la poudre de ciment. C'est dans le ciment qu'on retrouve énormément de propriétés du ciment. Dans le claqueur, qu'on retrouve énormément de propriétés du ciment et du béton, comme notamment la formation de portlandite grâce à la présence de silicates et d'aluminate, le maintien d'un pH élevé grâce à des oxydes alcalins et la présence de laitiers comme de la chaux, de la silice ou de l'alumine qui permettent au béton de réagir au ciment de réagir avec l'eau. Donc le béton, c'est très apprécié notamment par sa résistance en compression. Donc pour mettre en avant cet atout, on a décidé de réaliser des tests en compression. Donc on s'est rapproché d'un lycée professionnel pour avoir les machines adaptées. Donc pour cela, on a essayé de calculer le module Young de nos solides en calculant sur différents types de solides grâce à ce dispositif de mise en compression. Donc le module Young, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va appliquer une contrainte à un solide, on va pouvoir tracer donc la contrainte qu'on applique en fonction de son allongement relatif. Et si on se place dans le domaine de linéarité du solide, si on prend la pente de la courbe, on va obtenir la constante qui s'appelle le module Young. Donc plus le module Young est élevé, plus le matériau va être résistant, et là notamment en compression. Donc tout d'abord, nous avons réalisé avec une éprouvette faite en béton classique, nous a permis surtout de servir de témoin, et aussi de nous rendre compte que le béton, tout au long de sa durée de vie, il va continuer à gagner en résistance en compression, et cela est dû au fait que sa prise ne se fait pas en quelques jours, mais la prise du béton continue tout au long de sa vie. Par la suite, on a voulu s'intéresser à un béton armé. On obtient un module Young qui est plus faible, donc une moins bonne résistance en compression, ce qui paraît un petit peu aberrant, puisque normalement, en compression, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence entre ces deux. Cette différence est sûrement due à la taille de notre éprouvette par rapport à la dimension de la poutre en fer que nous avons introduite dedans. Ensuite, on a voulu réaliser des bétons plus écologiques, notamment avec le béton fait à partir de poudre de verre. Donc 10% de la poudre de ciment va être remplacée par de la poudre de verre mélangée, donc on ne sait pas recycler. Et ainsi, ça va réduire la quantité de ciment et donc tous les problèmes que j'ai cités précédemment. En plus d'être plus écologique, on peut voir qu'il y a un meilleur module Young, donc une meilleure résistance en compression, ce qui permet de souligner que c'est un très bon matériau et c'est un matériau très intéressant au niveau écologie et au niveau
propriétés mécaniques. Par la suite, on a aussi réalisé un béton de chambre et un béton romain. Pour le béton de chambre et le béton romain, on a des modules très faibles. Le béton de chambre, c'est dû au fait que c'est en fait un béton qui permet de faire du remplissage et pas du tout des briques comme ce qui aurait été intéressant pour notre expérience. Et pour le béton romain, ça vient du manque de la composition exacte des bétons romains, puisque les chercheurs ne sont pas sûrs d'une part. D'autre part, le béton romain, c'est une grande famille de bétons, et donc il en existe plein de différents pour plein de propriétés différentes. Pour finir, on a voulu réaliser un béton haute performance afin de le comparer avec notre béton fait à partir de poudre de verre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en ajoutant 10% de silice à la fin, on est quand même dans les mêmes ordres de grandeur qu'un béton avec de la poudre de verre. Donc ça nous permet de souligner qu'il est très intéressant. Par la suite, on s'est intéressé à la résistance en flexion, puisque quand on construit des bâtiments tels que des tabliers de pont, c'est la résistance en flexion qui va nous intéresser. Donc avec le même dispositif, mais cette fois-ci de mise en flexion, en appliquant 2 points d'appui, on a pu mettre en flexion nos différents solides et on a pu calculer leurs contraintes de rupture afin de les comparer. Cela nous a permis de mettre en avant que les bétons de type armé, c'est-à-dire le béton armé, fait à partir d'une poutre de fer, le béton empilement, qui était l'empilement de 3 dalles avec des quadrillages de fer, et le béton chambre de fer ont des meilleures contraintes de rupture, donc résistance en flexion, que nos autres bétons, qui paraissent semblables face à ce problème. Donc ce qu'on peut souligner, c'est que ce soit un béton normal ou un béton armé, ils ont une très bonne résistance en compression, un faible coût, une facilité de mise en place et d'utilisation. Cependant, se posent toujours des problèmes de recyclage, c'est pourquoi certaines entreprises récupèrent de vieux bétons pour s'en servir de gravat. Le béton armé va se différencier donc notamment grâce à sa résistance en flexion, mais qui va aussi lui coûter le fait d'être vulnérable de par les armatures de fer. Pour la suite, on s'est donc intéressé plus particulièrement au béton armé, qui nous a semblé intéressant, et plus particulièrement notamment à ses propriétés chimiques. Donc, tout d'abord, on a voulu qualifier la basicité de notre béton. Pour cela, on a suivi le pH de notre béton tout au long de sa prise. Ça a été un petit peu compliqué de mettre en place notre expérience parce que c'était une solution qui n'était ni solide ni liquide. Donc pour mesurer le pH, c'était compliqué puisque la solution n'était pas liquide et de plus, nous n'avions pas des pH mètres assez élevés pour mesurer un tel pH. Donc pour cela, on a, grâce à un filtre Buchner, filtré la solution interstitielle qui est contenue dans le béton et on l'a titré à partir d'une solution d'acide chlorhydrique afin d'obtenir sa courbe. Ce qu'on peut voir, c'est que le pH va évoluer tout au long de la prise, mais ce que je voulais surtout mettre en avant, c'était que le pH était très élevé, donc c'est bien un milieu basique. Cela est dû à la présence en fait, de portlandite qui était déjà présente dans le clinker. Par la suite, j'ai voulu m'intéresser au lien entre les armatures d'acier et le béton, et s'il ne pouvait pas y avoir des phénomènes qui se déroulaient donc, dans la matrice du béton. Pour cela, on a mis en place un protocole où on a plongé une barre d'acier dans du béton, on l'y a laissé pendant quelques semaines, une autre qu'on a passivée à partir d'une solution d'acide nitrique et une dernière qu'on a appelée témoin. On les a ensuite mis dans une solution d'acide chlorhydrique, puis titrée avec une solution de permanganate de potassium afin de tirer les ions Fe2+, qui sont en fait le produit de notre corrosion. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la courbe en rouge montre la barre d'acier témoin et les deux autres, celle qui a été passivée à partir d'une solution d'acide nitrique et l'autre à partir du béton. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la corrosion est moindre pour la barre d'acier qui était contenue dans le béton. On voit qu'il y a aussi une augmentation donc, de concentration d'ion fer2, ce qui montre bien que la corrosion continue tout au long de notre expérimentation. On a cependant un problème au niveau de la 6e semaine, puisque le fer qui s'est d'abord oxydé en ion fer2+, va finir par lui-même s'oxyder en ion fer3 et faire diminuer la concentration en ion fer2. Donc cela s'explique par le fait qu'au sein du béton, il y a une réaction d'électrolyse. Donc le fer va jouer à la fois le rôle d'anode et de cathode. Et le résultat donc, de cette réaction, ça va être la corrosion qui va créer une couche de passivation et donc permettre au fer de résister face à la corrosion.
Et cela est aussi dû au fait que le pH de notre béton, comme on l'a expliqué précédemment, est très élevé. On est donc dans le milieu où le fer est stable et passif. Le problème donc de nos bétons armés, c'est l'explosement de par la corrosion, puisque le produit Fe3O4 de la corrosion a un volume 2 fois plus élevé que le fer lui-même, ce qui va donc créer dans les bétons des fissures, et par la suite, il va y avoir des phénomènes d'infiltration d'ion chlorure ou d'infiltration du dioxyde de carbone par la carbonatation. Ainsi, on a voulu aussi s'intéresser au phénomène de carbonatation. Un béton, tout au long de sa vie, il est en contact avec l'atmosphère et donc avec le dioxyde de carbone qui est contenu. Il se passe une réaction entre la surface du béton et ce dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. On a mis la réaction en haut. Pour simplifier, j'ai oublié de le préciser précédemment, mais le béton à chaque fois est pris sous la forme de la chaux, CaOH2. C'était beaucoup plus simple que de mettre tous les éléments du béton qui étaient beaucoup plus complexes. Ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'il va y avoir une diminution de pH parce que les produits sont en équilibre avec des ions hydroxydes et ils vont être consommés. Il va donc y avoir une diminution de pH et par la suite, comme je l'ai montré sur le schéma du fer précédent, le fer va se déplacer dans sa zone où il est actif et donc va pouvoir être dépassivé. Et donc dépassivation va forcément impliquer la corrosion et les fissures comme je viens de l'expliquer. Pour cela, on a voulu le mettre en avant avec un test à la phénolphtaline. Donc c'est un indicateur coloré qui, lorsqu'il est un pH en dessous de 10, va devenir incolore. Ce qu'on peut voir du coup sur notre béton test, c'est qu'il y a bien une couche de passivation. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de carbonatation. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de le comparer avec d'autres bétons. Cependant, la carbonatation se mesure à l'échelle de dizaines d'années, voire de centaines d'années. Ça aurait été beaucoup trop compliqué à mettre en place et ça n'était pas du tout adapté à l'échelle de temps de notre TIPE. Il y avait les Romains qui l'avaient bien compris, ce phénomène de carbonatation. Ils ont d'ailleurs fait ce qu'on appelle le béton romain vulgairement, mais plus scientifiquement appelé O+, caementitium. C'est en fait un béton fait à partir de chaux vive qui est introduite pendant la prise. Et la présence de petites classes de chaux blancs qu'on voit sur le schéma va permettre au béton de donner des propriétés autoréparatrices. On était un peu curieuse de savoir si ça allait vraiment fonctionner. Pour cela, on a réalisé l'expérience. Donc, dans un aquarium, sous un flux continu pendant 5 semaines, on a mis notre petite éprouvette de béton romain qu'on peut voir ici, et elle s'est auto-réparée, donc avec la présence de CaCO3, qui est en fait de la chaux, dans le cycle de la chaux, du calcaire du coup, sous forme solide. Donc on a la composition ici du béton romain, ici on a le cycle de la chaux. Ce qu'on peut voir, c'est que le béton va s'auto-réparer de par la présence de dioxyde de carbone, mais aussi d'eau, qui va permettre de l'introduire dans le cycle de la chaux. On le met sous forme de chaux vive dans notre béton. Il va capter de l'eau et partir sous forme de chaux éteinte, puis grâce à la présence de dioxyde de carbone dans l'air, finalement redevenir du calcaire et donc se resolidifier et réparer les fissures. On s'est alors posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être la clé pour la transition écologique du béton, qui est un matériau si polluant. Donc en analysant bien les compositions, si on compare le béton romain avec le béton classique, on peut voir que dans le béton romain, il y a plus de sable et il y a plus de ciment, donc ce qui paraît un petit peu contredire ce que j'ai dit précédemment. C'est pourquoi ça ne paraît pas forcément une alternative si efficace et si utile dans la vie de tous les jours, puisque de même, un flux continu d'eau qui coule sur du béton, à part sur des pylônes de pont, ça arrive rarement. C'est pourquoi, finalement, ça pourrait peut-être être le béton fait à partir de poudre de verre, qui pourrait être la solution pour la transition écologique du béton. Merci.